carrefour, en grande pression de périurbanisation, situé dans une position exemplairement intermétropolitaine, avec une ambition métropolitaine bien à lui, constituée sur la base de ces 300 000 habitants qui, à l'horizon de 30 ans, deviendront vraisemblablement 400 000, quelque chose qui vienne participer à l'offre métropolitaine de la région Rhône-Alpes. La question, pour faire un SCOT, peut-être la première question, c'est qu'est-ce que c'est que l'identité de ce territoire? Vous êtes un triangle avec un vide au milieu, vous essayez de le remplir, est-ce que c'est ça le sens du projet, ou est-ce qu'il vaut mieux chercher des complémentarités entre les territoires et des liens entre les territoires, qui sont forcément variés? Quelles sont les complémentarités entre Valence, Tain et Romans? La nécessité d'un début de récit, d'un début d'événements communs, d'un début d'histoire partagée, voire même presque des éléments un peu dramatiques, dramaturgiques, qui permettent à des acteurs, parce que c'est pas rien cette métaphore, de fabriquer la scène, hein, etc., etc. Notre problème, c'est d'exister régionalement, c'est de pouvoir exister aussi au niveau le plus démocratique et le plus fin possible, faire en sorte que les communes, qu'il n'y ait pas d'opposition entre l'urbain et le rural, c'est tout ça, c'est d'avoir tout cet ensemble. Petit à petit, on se rend bien compte qu'on est sur un territoire qui est un territoire quand même très commun, qui est un territoire qui ne peut avoir d'avenir qu'ensemble. C'est que quand vous faites un SCOT, vous avez l'impression que vous avez 3 ans devant vous, au moins, d'études tranquilles et tout ça. Et en fait, ça ne se passe pas du tout comme ça. C'est dès le départ, on est amené à donner des décisions, hein, 2 types de décisions extrêmement conflictuelles. On donne les autorisations d'ouverture de l'urbanisme des terres agricoles sans aucun document. Hein. On n'a rien pour le faire, on est obligé de le faire. Et le deuxième, c'est qu'on donne des avis sur l'urbanisme commercial. Mais je pense que c'est beaucoup plus structurant que n'importe quoi. Finalement, vous avez pris le projet commence à être construit, reste à construire, on va en parler, mais vous avez pris une première décision qui est finalement, mettons-nous en ordre de bataille pour inventer un avenir à ce territoire, inventer un projet à ce territoire, c'est le SCOT. La difficulté, c'est que là, on réfléchit uniquement au niveau macro, en termes de SCOT, etc., et qu'on n'a pas complètement réglé le fond, le projet du SCOT. Ça, c'est pas quelque chose, on n'a pas dit on fait un SCOT et voilà ce qu'on y met dedans. On a dit, on sait qu'il ne faut plus réfléchir comme on réfléchissait, on sait qu'il ne faut pas un scénario au fil de l'eau, donc il faut construire quelque chose. Donc, on y va dans le consensus. Mais voilà, mais par contre, on a des territoires qui ont très avancé, qui sont très en avance, je dirais, et puis d'autres qui sont très très en retard. Est-ce que vous voulez faire un SCOT, on va dire un SCOT Grenelle, c'est-à-dire un SCOT qui affronte le rendez-vous écosystémique? Est-ce que vous voulez faire un SCOT qui se donne le rendez-vous de l'ambition métropolitaine, et c'est pour ça, Philippe, que ça commence par l'économie, l'ambition scientifique et technique, après tout, un territoire a drôlement le droit d'avoir ce type d'ambition dans le monde de la société des connaissances qui s'ouvre. Est-ce que vous faites un SCOT pour trouver le concept et l'identité qui vous structure? Un dialogue entre ville et plein, ou c'est un dialogue entre ville et campagne, ou alors c'est un dialogue entre réflexion et décision, et c'est ce qu'on est en train de vivre. Et ça, je crois que c'est une mutation extrêmement importante de posture. Dans les débats actuellement, apparaît quand même dans le central tous les débats sur la campagne. Et donc, vous avez vu la préservation de la terre agricole, la place des grandes surfaces, etc. Comment est-ce qu'on va faire tout ce travail-là? On va faire une zone agricole protégée de 1800 hectares, à peu près. Ça nous permet, à mon avis, de faire poser la question. Tout le monde est obligé de se poser la question maintenant. Que doit devenir l'agriculture autour de la zone urbanisée? On a pris peut-être un peu les devants parce que je pense qu'il y avait quand même urgence et puis il n'y avait pas une réflexion collective qui était très avancée à ce moment-là. On avait pris, nous, les devants avant. Si le SCOT avait une grande... déjà, le SCOT, un autre lieu, on aurait pu réfléchir ensemble là-dessus. On l'aurait repoussé de quelques mois peut-être, de manière à pouvoir réfléchir de manière plus collective. Les zones agricoles sont des zones d'activité agricole et souvent je dis aux maires, attention, regardez votre territoire agricole construit comme une zone d'activité. Et à ce moment-là, vous éviterez de bâtir dessus. Ou bien vous démolissez un bâtiment agricole. Et donc, est-ce que vous avez réfléchi à cette armature des espaces ouverts qui pourraient vraiment vous donner un autre regard sur votre territoire? Scénario métropolitain, le scénario de 3 pôles urbains centraux, le scénario ville-campagne avec une trame extrêmement puissante, extrêmement hiérarchisée, et puis le 4e, il s'appelle la mosaïque des Drômois, et personne ne comprenait rien à ce que c'était,
Donc c'était l'idée de faire un scénario dans lequel il y avait des opérateurs extérieurs qui étaient quand même importants et qui allaient structurer le territoire. Parce qu'on a des opérateurs qui sont d'une puissance folle par rapport à notre puissance à nous. Il y a celles qui ont fait l'autoroute sur le bord du Rhône, l'autoroute sud de la France. On pourrait parler de tous les oléoducs et gazoducs divers et variés qui sont sortis, et pas avec le système de concertation qu'il y a maintenant sur le projet évident. Ça a été beaucoup plus. La SNCF, bien sûr, avec le TGV. On a beaucoup subi, et je trouve que les élus, les collectivités locales, ont beaucoup tardé à s'organiser pour être en quelque sorte un interlocuteur de poids en face de ces grands opérateurs. L'ingénierie dont on a besoin, c'est pas de la maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire que c'est pas de l'assistance en maîtrise d'ouvrage toute seule. Maintenant, tous les agents savent faire des marchés publics, etc. Il n'y a plus de problème là-dessus. Mais ce qu'on a besoin, c'est quand même cette capacité de distanciation par rapport à l'objet. Mais la contribution du CAE, et donc c'est un lien entre les projets qui vont arriver et puis nous qu'on n'avait pas, c'est d'arriver à établir justement ce cahier des charges qui permettra d'avoir un développement urbain auquel on n'est pas habitué en campagne. Également avec l'aide bien sûr du CAE, nous étions partis du principe que le village construit il y a 150 ans était un village continu, R+2, et effectivement, pour une question d'esthétique et autres, il fallait continuer cet esprit du village. Et des promoteurs, aucun promoteur ne voulait au départ tant d'opérations disant jamais des gens viendront acheter des logements dans un village, des logements collectifs. Il faut faire plus de l'individuel. On a tenu bon, on a quand même trouvé un promoteur, et effectivement, on a fait l'opération dense avec. On doit dépasser les 40 logements à l'hectare. Oui. Et ça vit très bien. Il a fallu faire la reconquête des centres de village, puisqu'il y avait ces lotissements qui se mettaient autour des villages, et les centres de village étaient en train vraiment de tomber en ruine. On a pu faire la reconquête du village grâce à un outil qui était l'outil du logement social, donc Habitat du Pays de Romans, qui a repris ces maisons, qui a restauré tout, et on a fait à la fois du logement social et de la reconquête et de la densification en quelque sorte de l'habitat. Pourquoi cette notion de développement durable est si peu apparue dans le discours? Est-ce que c'est parce que vous êtes un territoire qui présente des caractéristiques, un patrimoine, un capital, qui fait que on peut considérer qu'une partie du travail est faite? Voilà, on a des ressources à préserver, on a un cadre de vie, on a des modes énergétiques, un profil énergétique du territoire très favorable. Ou alors est-ce que c'est... alors si ce n'est pas le cas, quelle est votre transition de développement durable? Sur quoi voulez-vous la baser? Est-ce que c'est sur des choses très précises comme la sobriété foncière, la sobriété énergétique? Nous, le développement durable, tout notre problème, c'est de l'internaliser, d'en faire une problématique locale, puisque on est dans deux territoires tellement riches de ce point de vue-là, que les gens disent ben non, mais on s'en fout, les autres ils le font pour nous. Non, le problème c'est de l'approprier au niveau de l'urbain, et là il y a quelque chose de probablement, moi je pense, du culturel, du domaine du champ culturel, beaucoup plus que du champ économique, etc. Et c'est là qu'on a un atout essentiel, c'est l'articulation entre les acteurs culturels centraux et le tissu associatif local, et puis là il se passe des choses, et je pense que là il y a un terreau à explorer. À l'échelle du SCOT, je pense que la vraie défaillance aujourd'hui n'est pas une défaillance de concept, de cœur de projet, d'énoncé du projet, mais c'est une difficulté à mettre en œuvre la fabrique. On n'a parlé que de ça, et c'est très bien parce que c'était notre sujet. Et cette mise en œuvre de fabrique, ce qui est très intéressant, c'est qu'elle passe par un tas de chemins différents, les chemins culturels, les chemins événementiels, les chemins sur la représentation, etc., des chemins sur l'expertise et d'autres.